Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi et comment on peut faire une recherche correcte, on va dire. Et je vais commencer par pourquoi s'intéresser d'abord à la recherche en neurosciences. Alors, qui dit neurosciences dit comprendre des mécanismes d'abord physiologiques du fonctionnement du cerveau normal. Et pour faire ça, il faut connaître l'anatomie, donc il faut bien connaître l'anatomie du cerveau et surtout les structures qui vous intéressent par rapport à votre sujet de recherche. On sait qu'il y a à comprendre aussi les mécanismes physiopathologiques des maladies humaines, parce que si on travaille en recherche en neurosciences, c'est bien pour essayer de comprendre les maladies humaines, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces malades, que ce soit des maladies neurologiques ou psychiatriques. Et c'est ça qui va nous permettre, une fois on comprend la physiopathologie, ça va nous permettre après de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Ben, vous êtes mieux placé que moi pour connaître les différentes pathologies du cerveau. Alors, quand on parle de neurologie, c'est un milieu très très complexe. Il y a une tonne de maladies neurologiques. La liste, j'ai pas pu lister toutes les maladies neurologiques, tellement il y en a. Donc là, c'est les plus connus, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, tremblement essentiel, dystonie, et j'en passe. Je continue encore des pathologies qui sont très complexes, surtout quand c'est atypique, etc. Et la majorité de ces pathologies, malheureusement, on n'a rien à proposer aux patients. Vous êtes mieux placé que moi, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur physiopathologie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients pour le guérir. C'est un gros mot dans les maladies neurologiques. Je dirais plutôt pour contrecarrer les symptômes. C'est ce qui se passe, par exemple, pour la maladie de Parkinson, où c'est le meilleur exemple en fait qu'on donne actuellement dans les maladies neurologiques, dans la mesure où la recherche fondamentale a permis de comprendre le fonctionnement au niveau des différents circuits des ganglions de la base au lien avec le thalamus et le cortex, et par ces connaissances-là, on a pu comprendre la physiopathologie de ce qui se passe dans le cerveau des animaux, surtout des modèles animaux de la maladie, pour proposer la stimulation cérébrale profonde. Et avant, c'était aussi des travaux qui ont été réalisés chez le lapin, qui ont permis de proposer la L-Dopa comme traitement. Donc ça, c'est vraiment les gold standards des traitements de la maladie de Parkinson. Donc on commence par un traitement médicamenteux à base dopaminergique, et quand malheureusement il y a des fluctuations, etc., on switch sur la stimulation cérébrale profonde. Donc tout ça, c'est grâce à la recherche qu'on a réussi à développer ces approches thérapeutiques-là. Alors, comment faire une recherche réussie? Donc, en neurosciences, il faut d'abord choisir un sujet de recherche adapté aux besoins de la société. On ne va pas travailler sur un sujet qui n'intéresse personne. Et le choix thématique est très très important. Et parce que là, quand vous choisissez un thème important, vous allez trouver beaucoup de littérature qui parle, qui va vous préparer scientifiquement à comprendre pour pouvoir poser des questions. Donc, il faut que les questions soient pertinentes, sinon ça ne sert à rien de faire cette recherche. Donc, le choix du sujet de recherche, il faut qu'il soit aussi adapté à vos compétences. Vous n'allez pas vous lancer sur un sujet, vous êtes neurologue, vous n'allez pas vous lancer sur le diabète ou une autre pathologie qui n'a rien à voir avec la neurologie. Donc, il faut choisir une thématique qui vous intéresse et dans laquelle vous avez ces compétences-là. Tous les neurologues ne sont pas experts dans toutes les maladies neurologiques. Vous savez comment gérer les patients, mais vous n'allez pas comprendre tous les mécanismes physiopathologiques de toutes ces maladies neurologiques. Donc, on fait des choix. Maintenant, en France, on a ce qu'on appelle les centres experts. Chez nous, à Bordeaux, on a l'Institut des maladies neurodégénératives cliniques, où on a des experts qui ne font que du Parkinson, et pas que ça, spécialisés dans la stimulation cérébrale profonde dans le Parkinson. Dominique Guel et Pierre Burbeau ne font que ça. Ils ne vont pas proposer aux malades la L-Dopa. Pourquoi? Parce que quand c'est pharmacologique, ce sont d'autres neurologues, comme Vassilios Meissner et François Tison, qui s'occupent de tout ce qui est traitement pharmacologique. Donc maintenant, il y a l'hyperspécialisation, en fait, au niveau de toutes ces spécialités qui sont complexes, comme la neurologie. Et du coup, on va maîtriser un domaine de façon très importante parce que c'est pointueux et on va aller en profondeur dans cette recherche par rapport à ces thématiques-là. Donc, il faut choisir vraiment un sujet adapté à vos compétences
Et il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans la littérature pour cette thématique de recherche. C'est pour ça que je dis avoir des connaissances approfondies de la littérature. Comme ça, vous n'allez pas refaire ce qui est déjà publié. Ça sert à rien parce que vous n'arriverez jamais à le publier, sauf dans ces revues prédatrices qui acceptent n'importe quoi. Mais une revue normale, on va dire, et cotée, elle va pas accepter un travail qui a été déjà publié auparavant. Définir des objectifs très clairs et réalisables. Quand je dis réalisable, il faut la faisabilité. C'est-à-dire que vous avez les moyens pour répondre aux questions que vous allez poser. On ne peut pas poser des questions auxquelles on n'a aucun outil ou aucune approche pour répondre à la question. Donc, il faut choisir des outils et des approches adéquats pour répondre à ces questions que vous allez poser. Il faut choisir le bon modèle animal. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, on a plusieurs modèles animaux et chacun va vous répondre à une question et elle va pas pouvoir vous répondre à une autre. Si je prends l'exemple du rat chez qui on injecte la 6-hydroxydopamine dans la substance noire pour tuer les neurones, c'est de la toxicité. On cible des neurones dopaminergiques pour les tuer. Mais sur ce modèle-là, on ne peut pas s'intéresser à la neuroprotection. Comment protéger les neurones dopaminergiques de cette toxicité? Pourquoi? Parce que cette neurotoxine qui est la 6-hydroxydopamine est tellement agressive que vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour prévenir, ça ne marchera pas. Donc c'est un modèle qu'on utilise pour étudier la physiopathologie après une mort neuronale sévère des neurones dopaminergiques de la substance noire. Si vous voulez travailler sur la neuroprotection, développer des molécules pour prévenir la mort neuronale, il faut plutôt choisir un autre modèle qui peut répondre à votre question, qui est le modèle alpha-synucléine. Pourquoi? Parce que l'alpha-synucléine, c'est un agrégat protéique, donc c'est les corps de Lewy, et on peut cibler en fait cet agrégat protéique chez ce modèle animal pour éviter cette agrégation et protéger les neurones de la mort, parce qu'on dit que les neurones dopaminergiques meurent à cause de cet agrégat protéique qui est l'alpha-synucléine, qui donne ces corps de Lewy et qui vont fragiliser en fait la structure du neurone et les neurones vont mourir. Donc le choix du modèle animal est indispensable et capital. Donc il faut choisir le bon modèle pour répondre à vos questions. Après, il faut choisir les techniques. Est-ce que vous avez travaillé sur un neurotransmetteur? Donc c'est de la biochimie ou c'est de la pharmacologie quand vous manipulez des récepteurs, etc. Donc il faut bien réfléchir sur quelle approche et quel outil technique vous devez utiliser parce que vous avez une question et vous devez répondre de façon adéquate à cette question-là. Donc le choix des techniques est très important. Il faut discuter avec les collègues, ne pas hésiter à poser des questions aux gens qui ont plus d'expérience que vous, etc. Donc pour réussir une recherche, maintenant l'objectif est déjà défini, les outils sont là, on sait très bien comment les manipuler, ces techniques, etc. Ben, il faut trouver des financements parce que sans financement, vous ne pouvez rien faire, à part des petits trucs, des bricoles. Mais si vous voulez mener une recherche sérieuse, ben, il faut un financement parce que même en clinique, hein, il faut payer des gens pour contribuer avec vous à des tests de toxicité des molécules ou quand vous voulez tester des nouvelles molécules thérapeutiques pour certaines pathologies, etc. Donc, les financements sont indispensables. Alors, je sais maintenant au Maroc, il y a pas mal de financements qui commencent à être débloqués par le ministère de l'enseignement supérieur à la recherche. Il y a aussi des budgets qui peuvent être alloués par le Centre national de la recherche scientifique et technique, donc le CNRST. Et il y a aussi des projets qui peuvent être financés par l'Europe si vous avez des collaborateurs européens. Donc, n'oubliez pas, en fait, cette composante de collaboration. Je vais en parler par la suite sur les collaborations. Parce que une collaboration, si vous cherchez une collaboration, vous trouvez des gens qui s'intéressent à votre sujet, ils peuvent vous aider à développer un projet, l'écrire et le soumettre à la Commission européenne pour avoir un financement. Et les financements européens sont vraiment très importants. C'est des grosses sommes d'argent qui sont données et qui peuvent vous aider vraiment à développer vos recherches, acheter le matériel qu'il faut, etc. Donc, qui dit recherche, dit travail d'équipe. Un des grands défauts de beaucoup de chercheurs, c'est qu'ils sont isolés dans leur coin et ils font de la recherche tout seuls. Une recherche n'appartient pas à une seule personne, la recherche appartient à une équipe. Donc, quand on est impliqué dans une équipe, faites des échanges avec tous les collègues de l'équipe. Il faut pas cacher ses résultats, il faut pas cacher ses problèmes. Il faut plutôt s'ouvrir vers les autres et
demandez de l'aide aux gens qui ont plus d'expérience que vous. Ça, c'est aussi indispensable parce que quelqu'un tout seul n'avancera pas dans la recherche. La recherche, c'est un travail d'équipe. Donc, quand vous avez une équipe, donc dans le même service, discutez entre vous. Nous, en fait, on fait avancer la recherche, vous savez où? Dans la cafétéria. Dans tous les labos de recherche, il y a une cafétéria. On va prendre le café à 10h ou 10h30, on va se retrouver au moins 5 ou 6 personnes. On va pas parler de ce que j'ai fait chez moi la veille, hein. On va parler de qu'est-ce que je fais actuellement. Et on discute entre nous. Quand j'ai une difficulté, je vais solliciter, moi, les gens autour de moi à la cafétéria pour leur dire, ah oui, j'ai un petit souci avec la technique telle, est-ce que tu l'as déjà utilisée? Et on peut t'apporter une solution très rapidement. Donc, la recherche, c'est d'abord un travail d'équipe. Et quand on développe cet esprit de faire de la recherche en équipe, ça ne peut que marcher. Et par la suite, donc, une fois on a établi cette recherche en équipe à l'intérieur de son équipe, il faut chercher les collaborations à l'extérieur. Parce que vous pouvez pas tout maîtriser. Quand vous voulez publier un article dans un grand journal, on choisit Nature Neuroscience, Nature Science, etc. Regardez le contenu de ces articles. Regardez la liste des auteurs. Vous allez trouver au moins des auteurs de 3-4 équipes différentes dans différents pays dans le monde. Donc, un travail fait au sein d'une seule équipe ne peut jamais aboutir sur un papier de très très haute qualité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les approches pour avoir une complémentarité et répondre à la même question avec des approches différentes. Donc on valide en fait nos résultats parce qu'on a utilisé plusieurs approches différentes pour la même question. Là, je reste encore sur une seule question. Mais je vais utiliser des techniques de biochimie, l'HPLC par exemple. Je vais utiliser l'électrophysiologie pour aller enregistrer les neurones qui ont libéré ces neurotransmetteurs. Donc, j'ai déjà de résultats très importants. Je sais comment les neurones fonctionnent avec leur potentiel d'action et je sais comment ils libèrent leurs neurotransmetteurs. Donc, j'ai déjà une réponse. J'ai 2 réponses à une seule question parce que j'ai utilisé 2 approches différentes. Donc, il faut toujours diversifier les approches pour valider vos résultats de façon convaincante. Après, il faut avoir la capacité de travailler ensemble. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui veulent travailler tout seuls. Mais en recherche, malheureusement, c'est un handicap majeur. Donc, si on reste à travailler tout seul, c'est impossible. Il faut travailler avec un esprit d'équipe. Un autre point très important, et c'est un défaut de beaucoup de communautés, c'est que on est médecin, on va pas s'ouvrir vers les chercheurs. On est chercheur, on va pas s'ouvrir vers les médecins. Et ça, c'est très très problématique. Pourquoi? Parce que un chercheur pur qui n'a pas fait médecine, il connaîtra jamais une pathologie dans les détails. Il va s'intéresser à une question, mais il n'a jamais vu, moi je connais plein de chercheurs qui travaillent sur la maladie de Parkinson qui n'ont jamais vu de parkinsonien dans leur vie. Donc on a besoin d'échanger avec les neurologues quand on travaille sur la maladie de Parkinson, ou sur l'Alzheimer, ou sur la CEP, etc. Pourquoi? Parce qu'un chercheur tout seul dans son coin, s'il voit pas en fait ce qui se passe en réalité chez le malade, il pourra jamais développer une recherche sérieuse qui apporte quelque chose pour le malade. Donc il faut cette ouverture. Les médecins, c'est pareil. Vous n'avez pas toutes les approches pour répondre à des questions. Vous avez le malade. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez sur ce malade parce qu'il y a l'éthique. Donc vous devez vous orienter vers les chercheurs qui, eux, ils ont des animaux. On ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut sur les animaux parce qu'il y a aussi l'éthique animale. On dépose nos projets, ils sont validés par un comité d'éthique, etc. Mais on a cette possibilité pour essayer de répondre à vos questions avec nos modèles animaux. Donc le lien chercheur-médecin, pour moi, quand on travaille sur une pathologie humaine, est indispensable. Donc, il faut s'ouvrir. Vous avez la faculté des sciences à Rabat, à Marrakech, à Casablanca. Il y a les services de neuro. Il faut faire des liens avec ces gens-là. Il y en a plein. Moi, malheureusement, cette ouverture, elle n'existe pas encore. Au Maroc en particulier, je ne sais pas pourquoi il y a ce blocage d'ouverture vers les autres. Donc, essayez de faire cet effort-là. Je vous assure, ça peut marcher très très bien si vous ouvrez vers les scientifiques.
Et eux aussi, il faut qu'ils fassent la même chose. Alors, pour ça, il faut trouver des intérêts communs, comme j'ai dit. Il faut sensibiliser les gens, mais il faut aussi trouver des intérêts communs. Je vais pas venir vous proposer un sujet qui vous intéresse pas. Donc, il faut que vous trouviez votre place, vous aussi, dans le sujet. Donc, il faut qu'il y ait un échange permanent entre les chercheurs et les médecins pour créer vraiment des conditions de collaboration favorables. Comment maintenant sensibiliser, vous êtes médecin, comment peut-on vous sensibiliser, vous, à faire de la recherche? Parce que la recherche, vous la prenez pas pendant votre formation. C'est après, quand vous êtes résident, que vous allez commencer à faire de la recherche. Mais en tant que étudiant en médecine, il y a personne qui va vous dire qu'il faut faire de la recherche. Personne. Dans votre formation, dans le programme actuel du Maroc. En France, il y a eu des différences, en fait. C'est qu'il y a une évolution qui a été faite pour sensibiliser les futurs médecins à la recherche. Ils ont créé des DU, diplômes universitaires, qu'on appelle les UR, les unités de recherche, et que l'étudiant peut choisir en 3e ou en 4e année. Il va suivre des cours le soir, pas pendant bien sûr la journée, il a des cours de médecine à la fac. Il va suivre quelques cours, c'est pas très chargé, quelques cours le soir, et il choisit des modules qui l'intéressent dans sa spécialité, et après il va faire un stage de recherche dans un laboratoire de recherche en dehors de l'hôpital, dans un laboratoire vraiment de recherche. Et comme ça, il va commencer déjà à découvrir ce que c'est que la recherche, et il va commencer à s'intéresser ou pas, et s'il s'intéresse pas, il va pas continuer dans cette voie, mais on découvre beaucoup de médecins qui font ces unités de recherche, qui continuent à faire de la recherche par la suite quand ils sont résidents et quand ils sont des médecins et chercheurs confirmés. Donc, ça, c'est parmi les réformes, je pense, qu'il faut développer pour essayer de sensibiliser les médecins à la recherche. Donc, il faut les encourager aussi à faire des masters et des thèses de sciences, pas que la thèse de médecine. La thèse de médecine, vous travaillez sur un sujet, mais vous n'allez pas faire de la vraie recherche. Parce que vous allez rester limité à vos patients, etc. Mais il faut s'ouvrir vers les thèses de sciences. Donc, pour faire une thèse de sciences où vous allez vraiment vous intéresser encore plus à une partie de la recherche fondamentale préclinique qui peut être appliquée à la clinique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. On ne peut pas en France, par exemple, je vous donne l'exemple de la France, mais ça existe pratiquement dans tous les pays occidentaux. Vous pouvez pas appliquer sur un poste de maître de conférence hospitalo-universitaire si vous n'avez pas une thèse de sciences. Une thèse de médecine toute seule ne vous autorisera même pas à passer le concours. Donc, ça aussi, c'est un switch très favorable pour développer la recherche dans un pays, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes à s'intéresser à la recherche s'ils veulent vraiment faire une carrière hospitalo-universitaire. Je ne parle pas des gens qui veulent aller dans le privé. Là, je parle des gens qui ont l'intérêt dans la recherche et qui veulent faire une carrière hospitalo-universitaire. Donc, il faut qu'il y ait au moins s'intéresser à faire un master ou une thèse de sciences parce que ça va vous apporter très gros, parce que vous allez suivre des cours très pointueux, etc. Donc ça, c'est parmi les choses vraiment qui peuvent aider à développer un esprit de recherche chez vous, les médecins. Alors, à Bordeaux, on a un centre d'excellence en fait des maladies neurodégénératives qui est arrivé petit à petit. On était une petite communauté dans les années 90. Moi, j'ai fait ma thèse que j'ai soutenue en 93. Il y avait 3 laboratoires. On n'était même pas 80 personnes dans ces 3 laboratoires. De 93 à maintenant, il y a 5 gros instituts de recherche en neurosciences à Bordeaux. Ça, c'est le nôtre, l'Institut des maladies neurodégénératives. Il n'y a pas de patients. Il n'y a que de la recherche sur les animaux et sur les cellules. Et il y a l'IMN Clinique qui est là. L'IMN Clinique, il est associé à l'IMN Recherche. Et il y a une interaction permanente entre les chercheurs et les médecins, et les neurologues, et les psychiatres, etc. Donc, il y a un échange tout le temps. Et actuellement, à Bordeaux, on est 800 personnes qui travaillent sur la recherche en neurosciences. Là-dedans, il y a des PhD, il y a les postdocs, les chercheurs, les neurologues, les psychiatres, etc. Donc, il y a eu une évolution de 80 personnes. On a multiplié par 10 en l'intervalle de 30 ans. Donc, tout est possible.
Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment s'intéresser à cette recherche et essayer de développer sa propre recherche, parce que ça, c'est la volonté des êtres humains qui, depuis les années 90, ont eu la volonté de développer cette recherche dans leur ville. Et ça a bien marché parce qu'on a été soutenu par l'université, par l'hôpital, par le conseil général, le conseil régional. Donc, il y a eu énormément d'argent qui a été injecté dans la recherche en neurosciences à Bordeaux, parce qu'on a, en fait, brillé à un moment donné dans la recherche. Donc, vous allez avoir tous les organismes qui peuvent vous soutenir. Donc, je donne toujours cet exemple pour vous montrer cette interaction entre les chercheurs et les médecins pour développer une recherche correcte. Alors, maintenant, quelles sont les compétences et les atouts essentiels pour une collaboration efficace? Donc, parce que quand on veut collaborer, on peut vite avoir des conflits avec les collaborateurs. Donc, pour éviter ces conflits, j'ai tracé quelques points qui peuvent aider à éviter ces difficultés de collaboration avec les collègues, que ça soit dans l'équipe ou à l'extérieur. Donc, la première, c'est définir les objectifs de la collaboration de façon claire, ouverte et transparente. Il faut rien cacher. Il faut tout poser sur la table. Quels sont les objectifs de cette collaboration? Je ne parle pas du sujet de recherche, il est déjà défini. Je parle là de la collaboration, comment on va travailler ensemble. Donc la première, c'est définir les objectifs de cette collaboration. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'attends de toi? Ça, c'est la première chose. De façon claire, ouverte et transparente. Il faut être leader dans ce domaine-là si tu veux mener une recherche réussie. Donc, il faut qu'il y ait un leader dans cette collaboration. Il ne faut pas 36 000 leaders, il faut un d'abord. Parce que c'est lui qui va mener la barque et les autres vont s'associer à lui. Si vous avez 3 leaders, il y aura que des difficultés, que des complexités. Il faut un seul leader, c'est celui qui domine. Pas dominer, c'est pas le bon terme. C'est celui qui maîtrise le sujet et qui va essayer d'orienter les différents travaux dans cette collaboration pour mener à bien ces recherches-là. Donc, et il faut, une fois on est leader, il faut assumer la responsabilité des actes et des résultats. Là, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Quand on dit assumer la responsabilité, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours avoir que des résultats positifs. On peut avoir des résultats négatifs. Il faut les discuter tout simplement. C'est pas parce que tu es nul que tu as des résultats négatifs. Non. C'est que l'hypothèse de départ était basée sur des données de la littérature. On peut passer à côté de certaines choses et l'objectif ne sera pas atteint. Mais c'est pas grave. Parce que un résultat négatif est toujours très important parce qu'il va réorienter la recherche vers autre chose. Je vous donne un exemple très simple. Moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse, je l'ai faite sur les greffes des neurones embryonnaires chez un modèle animal de la maladie de Parkinson. On prélevait les mésencéphales, où il y a les neurones dopaminergiques, chez des embryons de souris que j'injectais dans le striatum de singes MPTP, les singes parkinsoniens. J'ai passé 1 année avec 0 résultat. J'avais une amélioration, petite amélioration après les greffes. 3 mois après, il n'y avait plus rien. On pensait à l'époque qu'il n'y avait pas en fait de défense immunitaire dans le cerveau. Eh ben non. De toutes les cellules qu'on greffait, elles étaient tuées parce qu'il y avait une défense immunitaire. Donc à un moment donné, j'ai dit non, on ne peut pas continuer sur ce sujet-là, on va pas aller très loin. J'ai perdu déjà 1 année, j'ai jamais publié sur les greffes, tellement j'étais démoralisé. Dans ma thèse, vous allez trouver un paragraphe de 10 lignes parlant des greffes, tellement j'étais choqué par ces résultats. Et j'ai réorienté mon sujet vers la stimulation cérébrale profonde. Et ça a donné des résultats. Donc, un résultat négatif, il faut pas désespérer, non. Il va juste vous réorienter, vous reposer une question différemment, c'est tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait cette clarté et il faut être responsable de son choix. C'est pas parce que les résultats sont négatifs que c'est un échec. Non, c'est pas un échec dans la recherche. Un résultat négatif va vous réorienter vers une nouvelle question qui va marcher. S'il n'y a pas de confiance entre les différents collaborateurs, ça ne marchera jamais. La première chose, c'est faire confiance, parce que si vous choisissez quelqu'un, c'est parce que vous avez confiance en lui. S'il n'y a pas cette confiance, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc il faut arrêter. Répartir les rôles de façon claire dès le début et des responsabilités. Moi, je fais telle technique, je vais m'occuper de ça. Toi, tu as la maîtrise d'une autre technique, tu vas faire que ça. Tu vas pas me polluer à refaire ce que moi je suis en train de faire. Et c'est ça la confiance. Parce que tout ce que tu vas me montrer par la suite, je vais te faire confiance par rapport aux résultats que tu vas me montrer. Donc, il faut qu'il y ait cette confiance et
Quand on a cette confiance-là, ben, il faut répartir de façon juste tous les rôles et les responsabilités pour les collaborateurs. Il faut des compétences organisationnelles. Là, l'organisation, c'est très important. Il faut toujours, quand on commence un projet, définir des deadlines. C'est comme ça que les anglophones gagnent, en fait. Parce que à chaque fois qu'on va poser une question, on va se dire, réellement, pour répondre à cette question, on va faire ça, 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 on va utiliser telle approche. Combien de temps il te faut? Et le seul qui peut répondre à la question, c'est celui qui maîtrise cette approche ou cette technique. Donc, il va te dire, moi, il me faut 3 mois pour faire cette manip. Ben, une fois on définit 3 mois, on marque des dates. Dans 3 mois, on va faire une réunion et chacun va apporter qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est l'organisation de la collaboration est indispensable aussi parce qu'on ne va pas partir dans tous les sens. On va vraiment se focaliser sur des dates limites qui vont nous permettre d'avancer correctement. Si quand on ne trace pas des dates limites, chacun va être perturbé et pollué par différentes activités de tous les jours et il ne va pas mener à bien pour respecter ce projet-là, pour respecter les dates. Les dates limites sont indispensables quand on fait de la recherche. Faire de l'auto-évaluation pour améliorer ce qui ne marche pas. Donc, bon, là, ça n'a pas marché, j'ai un problème. Soit j'ai mal réfléchi, j'ai pas choisi la meilleure approche qu'il fallait. Il faut se remettre en question. C'est pas, on est des êtres humains. Hein. Il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Donc, quand il y a une erreur, il faut l'assumer, il faut la reconnaître. Et il faut partager les succès comme les échecs, exprimer la reconnaissance. Quand un étudiant vient te voir en tant que directeur de thèse avec un résultat, qu'il soit négatif ou positif, il faut le féliciter. Même si le résultat est négatif. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé un travail qui mérite encouragement. Peu importe la qualité du résultat. Donc la reconnaissance, c'est indispensable dans un travail de recherche parce que ça motive pour continuer. Si, moi, chaque fois qu'un étudiant, là, il n'y a pas longtemps, une de mes thésardes a fait une petite erreur dans le calcul de la concentration de la 6-hydroxydopamine. Elle a multiplié par 3, par erreur, la dose, et elle l'a injectée, elle a tué toutes ses souris. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'équipe. Donc, on s'est penché sur la question, on a trouvé qu'il y avait juste une erreur. Elle était en panique totale. Ben, moi, je l'ai invité dans mon bureau, je lui ai dit, écoute, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Donc, pas grave. Ah, on va programmer de suite une autre manip et point. Et le problème était réglé. Donc, elle a appris elle-même de ses erreurs. Elle ne refera plus jamais cette erreur. Si l'étudiant rentre dans ton bureau et tu lui rentres dedans, tu l'insultes et tu lui dis t'es minable, ben la motivation n'est plus là. Il va encore faire d'autres erreurs qu'il va vous cacher par la suite. Parce que quand on crée en fait cette confiance entre le directeur de thèse et l'étudiant, il va tout vous raconter, même les conneries qu'il a fait, il va venir vous les montrer, vous les dire. Si vous êtes sévère avec lui, il vous dira jamais les problèmes. Il va tous les cacher. Et il peut même, on a eu des cas de trafic de résultats. Pourquoi? Parce que le directeur est sévère. Il faut que je lui montre le résultat qu'il attend. Surtout ne rentrez pas dans ces erreurs-là. C'est vraiment des erreurs monumentaux et qui peuvent aboutir sur une falsification de résultats par les jeunes, chose que je vous déconseille complètement. Montrez le résultat comme il est, même si vous faites insulter, c'est pas grave. Vous apprenez de vos résultats. L'éthique scientifique est très importante. Faites très très attention à ça. Et pour conclure, donc en cultivant toutes ces compétences que je viens de vous décrire, les différentes équipes peuvent contribuer positivement à créer un environnement de collaboration réussi, où les collaborateurs travaillent de manière efficace et harmonieuse pour atteindre les objectifs fixés, parce que c'est ça le plus important. On fixe des objectifs au début, mais il faut qu'à la fin qu'on arrive à répondre à tous ces objectifs. Et je tiens à vous remercier pour votre attention.